Avez-vous déjà pensé à quitter l'éducation nationale tout en continuant d'accompagner des élèves dans leur scolarité? C'est ce qu'a fait Meriem, que j'ai eu la chance d'interviewer dans l'épisode 20 du podcast. Après avoir enseigné la physique-chimie pendant 10 ans, elle a choisi de devenir COSI, conseillère d'orientation scolaire indépendante. En France, ce sont les psychologues de l'éducation nationale qui sont en charge de l'orientation des jeunes, et on compte environ un psy-EN pour 1500 élèves. Face à ce constat alarmant et à une demande grandissante, Meriem a créé une formation clé en main pour transmettre ses connaissances et ses outils à celles et ceux qui, comme elle, souhaiteraient devenir COSI. Elle a également fondé l'association des COSI en juillet 2024 pour développer la visibilité de ce métier d'indépendant auprès des institutions, des médias et des familles. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la 11e session de sa formation débute en mai prochain. Au programme, 8 séances de 4 heures de classe virtuelle durant lesquelles vous bénéficierez d'un enseignement pratique et concret, d'une communauté en ligne, de supports, de ressources et de méthodologies, de conférences mensuelles et d'un suivi post-formation trimestriel. Pour faciliter votre organisation, Meriem a mis en place 3 groupes de 12 personnes maximum, 2 en semaine, 1 le dimanche. À vous de choisir celui qui s'intégrera le mieux à votre quotidien. Depuis 2021, Meriem a permis à près de 300 personnes de devenir COSI, et un tiers d'entre elles étaient des profs. Alors si vous aimez transmettre, informer et travailler au contact des jeunes, tout en exerçant un métier qui a du sens, en toute autonomie et à votre rythme, cette reconversion pourrait bien vous convenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site internet meriemdraman.com et prenez le temps de répondre à son quiz intitulé « L'activité de COSI est-elle faite pour vous ?» Cette formation, certifiée Calliope, offre des possibilités de financement via France Travail, le FIFPL et les OPCO. Et si vous n'entrez pas dans ces cases, vous pouvez toujours obtenir 5% de réduction sur votre inscription en donnant à Meriem le code partenaire du podcast AJP5. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Bienvenue sur le podcast, Virginie, je suis très contente que tu sois là aujourd'hui. Bonjour Florence. Je connais beaucoup de choses de toi, puisque tu es une personnalité publique, ce qui n'est pas toujours le cas de mes invités. Oui, Oh oui. là là. J'en sais des choses, mais je pense, des choses contradictoires, parce que j'ai vu sur certains sites que tu étais prof d'allemand, prof de français, prof de philo. Je pense que tu as été plusieurs choses, mais pas forcément tout, ou je ne sais pas dans quel ordre. Donc, on va commencer par le début. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Alors merci Florence. Moi donc je suis Virginie Legrand, j'ai 45 ans et effectivement pendant 12 ans, j'ai été prof d'allemand, prof de français et prof de philo. Ah, donc les trois, selon les articles, t'étais que l'un ou que l'autre? Oui, parce que ça dépend, ce que je dis. Moi, en fait, j'ai une maîtrise, de germanistique. Donc mon premier métier vraiment, c'est prof d'allemand et après j'ai fait une équivalence, en lettres et ensuite, j'ai fait quelques cours de philo aussi pour le chef d'établissement qui me demandait et moi, je suis très curieuse, donc j'adore nourrir des nouveaux programmes. Ouais, ça, j'ai cru comprendre. C'est une bonne chose en général dans la vie, dans le pro comme dans le perso. C'est vrai. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a mené vers l'enseignement au tout départ? En fait, je suis tombée amoureuse de mon prof d'allemand qui s'appelait Ottmar Stremel. Donc s'il m'écoute, ce serait génial et en fait, il m'a donné vraiment envie, d'enseigner. Il m'a donné envie déjà pour la matière, le goût de la matière et du coup, il m'a donné envie après de transmettre ce que lui, il m'avait transmis et c'est pour ça que j'ai fait, moi une maîtrise de LLCE, allemand et après je me suis dit: «Qu'est-ce qu'on fait?» OK, donc j'ai passé en fait, 2 fois mon CAPES et 2 fois mon agrég que je n'ai pas eu, mais je savais que je voulais être prof. Donc c'est pour ça que je suis partie après dans le privé hors contrat. C'est intéressant pour moi parce que j'ai jamais reçu personne sur le podcast qui a été dans le privé hors contrat, donc c'est quelque chose que je connais assez peu. J'ai fait quelques recherches, donc si j'ai bien compris, c'est à toi d'aller toquer comme tu as pu le faire à la porte d'une école et finalement tu passes une sorte d'entretien d'embauche comme dans le privé.
C'est exactement ça. En fait, c'est des écoles. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'aide sociale à l'enfance, des écoles pour des enfants qui sont déscolarisés à scolaires. Donc vraiment qu'on oppose avec le privé sous contrat où on dit souvent que c'est des boîtes à bac, blablabli, blablabla. Moi, pour le coup, c'était, je suis arrivée, j'ai dit: «J'ai envie de bosser pour vous». Il m'a fait un entretien d'embauche hyper détaillé et il m'a dit: «OK, on y va». Donc en fait, j'étais salariée de cet établissement. Et ce qui était marrant, c'est que quand on a échangé par email, tu m'as dit, du coup, c'est globalement le même métier, sauf qu'on est moins bien payé. Alors que moi, dans mon esprit, puisque forcément, on ne connaît que ce qu'on connaît, je me suis dit complètement l'inverse. Je me suis dit, ah, trop bien, ça veut dire que quand elle est partie, elle a pu avoir le chômage. Et en fait, on voit toujours le positif de la situation des autres. Et c'était intéressant de savoir ça, parce que je lisais que vous avez le socle commun des compétences, donc qui est le même et qui est à respecter, et que sinon, vous avez plus de flexibilité sur les programmes et aussi au niveau des horaires, vous avez vos choix d'horaires. Alors, on a nos choix d'horaires. On a quand même, moi, j'avais 25 hebdos quand même. Donc, j'avais plus d'horaires que les Capétiens, donc 25 horaires et j'étais à grosso modo 1 007 net. Donc, les avantages pour pouvoir partir, mais l'inconvénient du pendant, quoi. Alors, le seul avantage que j'ai en commun avec vous, c'était les vacances. Voilà, clairement, j'avais les mêmes vacances. Ça, pour le coup, ça change bien avec le fait d'être entrepreneur et de ne plus avoir de congés payés, mais ça, c'est mon choix. Mais c'est vrai qu'après, en termes d'horaire, on avait des commissions pédagogiques, on avait le chef d'établissement qui décidait quelle classe il nous attitrait. Et puis après, on avait les conseils de classe, les réunions parents-prof. Moi, j'aime bien les classes à enjeu. Donc, j'avais j'étais prof de français en première, j'étais prof d'allemand en terminale et j'étais prof de français et d'allemand en troisième pour le brevet. Donc, du coup, on avait derrière l'échéance aussi des examens. Ouais, j'imagine que c'est la même pression des parents derrière, finalement, que ce soit public, privé, contrat, pas de contrat. Il n'y avait pas beaucoup de parents derrière, hein. Vu que c'était des gamins qui étaient un petit peu cabossés, il n'y avait pas beaucoup de parents derrière. On était un peu là pour eux et pour les surélever dans leur confiance en eux. Et est-ce que ce soit en termes du métier d'enseignante, simplement, ou toi, les disciplines, du coup, que tu as enseignées, est-ce que ça correspondait à tes attentes et qu'est-ce que tu as aimé dans ce métier? Moi, j'ai aimé le lien. J'ai aimé le lien avec les enfants, j'ai aimé le lien avec, l'autorité, j'ai aimé le lien qu'ils arrivaient en septembre, avec, des compétences ou des non-compétences et quand ils sortaient en juin, ils me disaient: «Merci madame». J'avais quand même beaucoup de confrontations parce que les enfants étaient très difficiles. Ils avaient un rapport à l'autorité qui était difficile, mais justement, je voulais leur redonner confiance et en système et en l'autorité et en la hiérarchie et en eux-mêmes, surtout. Parce que le pédagogue, hein, en latin, c'est celui qui conduit et qui accompagne l'enfant. Ça, c'est mon côté latiniste. C'est ça. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses que tu as moins aimées et qui peut-être t'ont donné envie de changer de métier à un moment donné? J'ai bossé et j'ai noté la rigidité du cadre, Bah, là, ça doit te changer par rapport à maintenant où, voilà, et le manque de reconnaissance financière. C'était ça parce que je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que là, j'étais à 25, donc sur site, mais on le sait bien. D'ailleurs, tu me diras, tu enseignes dans quelle matière? Parce que ça m'intéresse. Mais surtout, on a, à côté, la préparation, les copies à corriger. C'est ça. Bah, je pense que les personnes qui écoutent, ce podcast très précisément savent très bien que l'enseignement ne se limite pas aux heures qu'on passe devant les élèves. Mais c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est bien de le rappeler parce qu'il y a des gens qui croient ça. C'est des gens qui veulent regarder, vraiment avec leurs tout petits yeux. Et toi, tu enseignes quoi? Moi, j'enseignais en primaire. Du coup, j'enseignais de la toute petite section jusqu'au CM2, ça dépendait des années, parfois des remplacements. J'ai fait aussi un poste à profil en tant qu'enseignante surnuméraire dans des écoles de REP, justement, pour voir si autre chose me plairait un petit peu mieux. Mais comme toi, petit problème de rigidité, je préfère avoir moins de vacances et, et plus de possibilités, on va dire, dans mon quotidien. Mais après, comme toi aussi, c'est un métier que j'ai choisi, que j'ai voulu faire, que j'ai aimé. Enfin voilà, il y a ni du tout noir, ni du tout blanc, mais un joli, panel de gris, on va dire ça comme ça. Ce sont des expériences, de toute façon. Exactement, et qui, je pense, servent toujours à la suite. Et toi, de toute façon, quand tu dis, que ce que tu as aimé dans ton métier, c'est notamment le lien, c'est aussi ce qu'on retrouve dans ce que tu fais aujourd'hui, donc Je pense que c'est mon fil conducteur. bah, c'est ça, si un jour tu fais autre chose, il y a des chances que ce soit toujours, relié à du relationnel, de l'humain, de la transmission, et cetera. C'est aussi qui on est, j'imagine, et ce qu'on aime, et ce qui nous fait du bien et dans quoi on se ressource, quoi. Complètement. Tu as eu une expérience à la fin de direction d'école, si je ne dis pas de bêtises.
qui a mené justement vers ta reconversion? Est-ce que tu veux bien en parler? Mon chef d'établissement avec qui je travaillais, lui, il avait donc 2 écoles, une même entité, mais 2 écoles. Il avait un collège et il avait un lycée. Moi, je naviguais entre les 2. Et en fait, en juin 2013, moi, je suis rentrée chez lui en 2001 et en juin 2013, il me dit: «J'ai un ami qui veut monter une école privée, hors contrat, il cherche une directrice pédagogique. Est-ce que ça t'intéresserait?» Moi, c'était un peu la suite logique, tu vois? J'avais été prof, j'étais dans une équipe. Je sentais quand même que j'avais une petite soif d'indépendance, et d'autonomie et je me dis: «Bah, là, je vais avoir, c'est moi qui vais constituer mon équipe, c'est moi qui vais faire mes projets, c'est moi qui vais recruter les élèves, les parents, avoir un vrai lien avec, tout l'écosystème de l'enseignement», donc je dis oui. Donc du coup, moi, je pose ma dème, parce que j'avais pas de voilà, j'étais pas fonctionnaire, donc je pose ma démission en juin 2013. Je rentre dans cette école en septembre 2013 et là, je sens le truc un peu bancal, maladroit. Ils veulent pas de moi. J'avais 32 ans. Bref, ils ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues. J'étais pas du tout en confort. Et en octobre 2013, au moment des vacances, ils me disent: «Bah, on peut pas te garder». Donc mon chef d'établissement me dit: «Excuse-moi, je t'ai mis, dans un plan bien galère, mais tu peux reprendre si tu veux ton poste, du coup en septembre, 2014». Donc moi, j'avais mes allocations, voilà, je pouvais, vivre, tranquillement, mon année et en fait, bah, ça a été l'occasion de me dire: «OK, ça faisait longtemps que j'adorais cuisiner, ça faisait longtemps qu'on me disait: "Il faut que tu montes quelque chose"». Bah, je me suis dit: «Bah, l'univers, me challenge, me donne des signes, je vais répondre à ces signes et je vais me lancer». Et ta passion pour la cuisine, est-ce que tu sais d'où elle vient? Elle vient de mon papa Patrice, qui m'a enseigné, qui m'a transmis ce goût du bon, ce goût du vrai, cette culture du marché, cette culture du produit, cette culture aussi de l'excellence. Lui, il est banquier, donc rien à voir. Enfin, maintenant, il est en retraite. Et en fait, il adore toujours cuisiner. Il m'envoie des photos, il se fait ses petites ravioles, ses petites tartes aux pommes, sa petite pâte feuilletée maison. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai commencé à vraiment à comprendre que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup et quand je me suis mise en couple avec le papa de ma fille, mon ex-mari, en 2000, en 2000 et quelques, j'ai commencé à vouloir cuisiner pour lui, en me disant: «Je crée un foyer, je vais le nourrir, voilà, la femme nourrit l'homme». Un petit peu changé quand même, je suis désolée, je m'excuse auprès des féministes, mais du coup, c'était ça et en fait, très vite, je me suis pris au jeu surtout de la créativité, tu vois? C'était pas juste, «Tu viens, je te fais un gros plat de pâtes». Non, je voulais travailler, tu vois, les légumes. On allait au marché, on prenait plein de fruits, plein de légumes et puis on créait des choses. Puis après, je rajoutais des épices et des herbes, et de la viande et je contournais, en fait, la tradition et je sentais que ça, c'est quelque chose qui m'appelait beaucoup, qui me ressourçait beaucoup, c'est ce que tu as dit tout à l'heure et donc bah, à un moment où j'ai été confrontée à ce choix, je me suis dit: «Bah, allez, on y va, on se lance» et donc là, on était en octobre 2013. J'ai réfléchi 2 mois et j'ai immatriculé en décembre 2013. Donc ça a été très vite. Ah, c'est clair. Sachant qu'il y a quand même une différence entre aimer cuisiner, pour soi, chez soi ou pour des gens qu'on apprécie et le faire de façon professionnelle pour des clients qu'au départ on ne connaît pas. Oui et qui vont nous payer. C'est pas la même relation du tout. Bon, ton mari, il a eu de la chance parce qu'il avait une chef privée à domicile sans le savoir. L'avenir a fait que, petit chanceux. Mais comment est-ce que tu as eu la certitude que ça allait te plaire aussi professionnellement? Ou si je pose ma question différemment, est-ce que tu as pas eu peur, une fois que tu l'as fait pour deux trois clients, de te dire: «Ah mince, en fait, j'aime que le faire pour les gens que j'aime bien»? Je pense que tu as la réponse. Je n'ai jamais eu peur. Là, tu vois, ça a fait 12 ans au mois de décembre. Je fais beaucoup d'interviews. Les gens me posent à chaque fois cette question, les doutes, les peurs. Rien ne m'a traversée. La seule peur, c'est la peur que ça s'arrête. Mais la peur de moi avec moi-même, j'ai été beaucoup confrontée avec justement les insécurités des autres, les frustrations des autres, les peurs des autres qui m'ont dit: «Mais Virginie, est-ce que tu penses que justement tu vas pouvoir revenir à cette passion de manière professionnelle? Est-ce que tu vas pas t'en lasser? Est-ce que tu vas pas banaliser?» Et du coup, bah, cette exigence-là financière et puis objective, parce qu'un client, il est objectif dans le jugement qu'il a sur ta cuisine, alors que les gens qui venaient manger chez moi, forcément, c'était: «Oh bah, c'est super bon» et cetera. Le rapport de monétiser sa passion, en fait, ça, c'était très complexe. C'était des petits bruits. J'entendais, mais au fond de moi, là, on est sur quelque chose de très viscéral. Je savais que ça allait marcher. Je savais que ça allait me nourrir. Je savais que, ça allait m'ouvrir un autre pan de ma personnalité. Sachant que toi, au-delà d'être juste, je mets des guillemets, chef, à domicile, je regardais donc sur ton site ou même sur des vidéos qui sont parues de toi, en fait, l'expérience, elle est beaucoup plus complète que ça et je me dis que c'est peut-être parce que c'est beaucoup plus complet et que c'est un projet de A à Z que tu ne vas
pas t'ennuyer parce qu'il y a toute, enfin, je vais te laisser expliquer du coup ce que tu fais, comment ça marche, mais il y a toute une partie très relationnelle et humaine qui va vraiment de la toute première préparation de que veut le client, qui il est, qu'est-ce qu'il aime, et cetera, jusqu'à, vraiment la toute fin quand tu mets les assiettes dans la vaisselle et que c'est fini, quoi. Même plus que ça, c'est-à-dire que l'expérience se prolonge même le lendemain quand j'envoie les photos de mes préparations en cuisine. En fait, c'est pas juste faire à manger, puis le Non, fait que tu le non, fasses chez les gens aussi, ça apporte une relation qui n'est pas la même que quand on comme un peu les traiteurs qui apportent quelque chose de déjà prêt. Donc, de toute bien façon, sûr. c'est toi qui le feras le mieux. Je te laisse expliquer ce que tu fais et en quoi ça consiste. Alors effectivement, on a déjà, le restaurant où le chef, il est en cuisine, il est caché en cuisine et c'est les serveurs qui, sont le prolongement finalement de son expertise. Ensuite, tu as les traiteurs, tu l'as très bien dit, qui est quelque chose de plus standardisé, de plus préparé à l'avance parce que, ils ont, une masse, un volume et après je dis pas qu'ils sont pas du tout ça peut pas être personnalisé, mais en tout cas, il y a une carte, préétablie et ils viennent chez le client, ils déposent, c'est bon, voilà, c'est bon, c'est pas bon, mais il y a pas de vrai rapport. Moi, ce que j'ai voulu dès le début, en fait, quand je me suis dit: «OK, je veux cuisiner», je voulais du domicile. Dès le début, je voulais cuisiner chez les gens, pour les gens, avec les gens. Ce lien qui était déjà là en moi et pourquoi? Pour la petite parenthèse et la parallèle avec l'enseignement, c'est que pour mettre du beurre dans les épinards, tous les week-ends, je donnais des cours à domicile. Donc je donnais des cours de soutien à domicile pour les gamins qui passaient les examens, donc beaucoup troisième et beaucoup première. Et en fait, j'adorais quand je rentrais chez eux, il y avait la maman qui avait préparé le café, le petit gâteau et du coup, on était dans le salon ou dans la chambre et on travaillait ensemble et c'était hyper chaleureux et c'était joyeux et je trouvais que c'était quelque chose qui me nourrissait déjà beaucoup, ça m'apportait déjà beaucoup. Et je me suis dit: «Bah, je veux faire la même chose». Donc je veux cuisiner à domicile, dans l'intimité finalement et la familiarité des clients. Donc ce que je veux, c'est effectivement une expérience hyper complète. Il m'envoie un message en me disant, bah là, tu vois, depuis tout à l'heure, parce que là, on commence à avoir des demandes pour avril, mai, juin, juillet. Quelqu'un qui veut fêter ses 40 ans, qui veut recevoir 6 amis et qui veut changer du restaurant, mais qui en même temps veut avoir l'exigence et l'expérience sensorielle, gustative et relationnelle du restaurant sans n'avoir rien à faire. Et donc, j'ai une assistante, Cécile, qui l'appelle. Et là, en l'occurrence, elle lui dit, bah, parce que Cécile a du coup une grille de questions comme un audit culinaire, donc plutôt viande, plutôt poisson, plutôt vegan, plutôt végétal, fruits, desserts fruits, desserts chocolat. Est-ce qu'il y a des voyages qui vous ont marqué? Et là, en l'occurrence, Nana lui dit, bah, notre voyage de noces, c'était le Maroc. On est parti aussi en Égypte. Et du coup, bah, je vais finaliser tout à l'heure, mais je me suis dit, OK, saison, c'est pour le mois de juin, saison, produit de saison, et puis un petit twist sur le Maroc pour faire quelque chose de très personnalisé. Donc ensuite, j'envoie, il valide. En général, il valide. Et après, commence à s'enclencher une vraie relation. J'envoie des photos quand je fais les courses. Et en fait, je suis très attendue. Quand j'arrive, je suis attendue. Et je fais partie de la famille pendant ce soir-là. Et c'est très émouvant, c'est très émotionnel, et c'est très affectif. Donc toi, quand tu arrives avec ton plein de courses, tu cuisines chez eux avec leurs ustensiles dans leur espace. Oui, madame. Est-ce qu'ils cuisinent avec toi et est-ce qu'ils ont tout ce dont tu as besoin ou est-ce que tu te retrouves avec des économes, qui qui fonctionnent pas bien? Pour rassurer le coup, j'ai quand même une mallette où j'ai, mes couteaux, ma petite planche que j'aime bien, l'économe avec lequel je suis à l'aise et puis tout mon petit matériel de service, de dressage. Après, c'est vrai que je leur demande même plus maintenant si c'est du gaz ou si c'est de l'induction parce que de toute façon, qu'est-ce que ça va changer? Je leur dis de me sortir en fonction du menu, voilà, la marmite, la poêle, la casserole, le plat au four, le papier sulfurisé et cetera. Je leur demande surtout de me libérer de la place dans le réfrigérateur. C'est hyper important parce que j'arrive avec mes caisses remplies de plaques de froid, mais je mets tout au frigo. Et après, alors il y a certaines choses que j'ai fait en amont. Donc, soit je loue un labo, soit je fais 2-3 trucs à la maison. Par exemple, les bases de gâteaux, par exemple, les crèmes chantilly, parce que ça fait du bruit aussi. Parfois, les cuisines sont ouvertes. Et donc, si je suis là à mixer mes trucs, voilà. Mais par contre, ma viande, sauf si c'est du mijoté, mais ma viande, je la fais sur place. Mon poisson, je le fais sur place. Mon dressage, je le fais sur place. En général, mon dessert, je le fais sur place aussi. Mes amuse-bouches aussi. Et en fait, les gens adorent. Et pour répondre à ta deuxième question, oui, s'ils veulent, ils peuvent le faire avec moi. Ça, j'adore aussi. Parce que du coup, vous cuisinez, une fois que c'est prêt, eux mangent, mais pas toi. Alors, ça m'arrive où ils me disent: «Vous me facturez une personne en plus et vous êtes à table avec nous». Oh, c'est mignon! Ah, mais c'est trop mignon. Là, j'ai travaillé le 24 décembre. J'étais avec mon maître d'hôtel. Ils étaient 17 à table. On a servi l'apéritif. Et au moment de l'apéritif, ma cliente m'a dit: «Bah, il y a un cadeau au pied du sapin pour vous». Ouais, enfin, moi, ça me fait pleurer, ça.
Mais c'est adorable, on n'imagine pas ça. Ah En bah fait, ouais. j'étais curieuse du coup de ce que tu fais parce que je savais que c'était plus que l'idée que j'avais de chef à domicile et tout cet à côté humain, je le trouve super, touchant. Mais je crois qu'il y a pas une seule soirée ou une prestation où je pleure pas. Parce que, il y a les enfants qui viennent en cuisine et puis parfois je leur fais respirer, les épices, les herbes. Parfois ils ont envie de dresser les verrines avec moi et puis du coup quand je pars, ils veulent pas me quitter. Puis après ils m'envoient des photos en disant: «Ah mais quand est-ce que tu reviens à la maison?» Et c'est pour ça que quand j'entends le côté un peu rabaissant du chef à domicile ou le côté, inaccessible de: «Oui, ça coûte une blinde». Mais non, en fait. Alors oui, ça coûte parce que ça a de la valeur, parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a les denrées, c'est cher et c'est un travail et toute peine mérite salaire. Mais par contre, moi, il y a quelque chose de très, très fort avec mes clients. Mais de très, très fort. Et tu travailles parfois en équipe? Alors tu disais qu'il y a la prise de photos, je sais pas si c'est toi qui les fais ou s'il y a un photographe qui vient avec vous? Ça dépend du budget, je Oui, c'est t'avouerai. ça. En fait, en fonction du budget du client, tu vas pouvoir ajouter, un maître d'hôtel, un sommelier, un Exactement, exactement. Voilà, moi, mon maître d'hôtel, c'est vrai que j'aime bien avoir mon maître d'hôtel parce que enfin, ou en tout cas plusieurs de mes maîtres d'hôtel parce que ça fait vraiment le côté hospitalité. Il arrive avec son costume cravate, c'est lui qui sert le vin, c'est lui qui sert l'eau. Moi, je suis en cuisine en train de dresser et j'arrive avec la dernière assiette et là, je présente mon assiette. Après, s'il y a pas ce forfait-là en plus, c'est moi qui fais, mais j'essaye maintenant toujours d'avoir quelqu'un. Donc en fait, moi, je travaille avec mon mari, alors qui n'est pas le mari dont je parlais tout à l'heure parce que j'ai divorcé de ce mari-là. Je me suis remariée et du coup, on travaille tous les 2 avec Guillaume depuis très, très longtemps, depuis 10 ans quasiment. Donc lui, il peut être en cuisine avec moi ou alors il est en logistique, en back office. Après, j'ai d'autres, gens, des secondes cuisines. Je déteste dire commis, je trouve ça hyper abaissant. Donc des gens de cuisine, des sous-chefs, qui sont avec moi parce que j'ai besoin de bras pour dresser. Comme moi, mes dressages prennent beaucoup de temps. C'est pas une assiette où je mets, tu vois, ma purée et point barre. Non, il y a mes petites fleurs et puis il y a mes épices et puis il y a le coup de sauce et puis comme il y a le côté chaud aussi derrière ou en tout cas, il faut un envoi quand même assez rapide, bah, il faut que derrière, il y ait du monde. Donc oui, maintenant j'ai une équipe autour de moi. J'ai donc Cécile, mon assistante. Après j'ai Laura qui est ma social media manager qui peut être avec moi aussi, qui fait les photos quand on a le budget. Il y a pas mal de photos où c'est moi qui fais et voilà et c'est vrai que je me suis constituée aussi, des gens, hyper de confiance. Alors c'est pas des salariés parce que ça coûte beaucoup trop cher, mais c'est des gens, c'est des free en fait, c'est des freelances qui eux aussi sont prestataires et puis ils travaillent avec moi et puis ils travaillent avec d'autres personnes et cetera. On a fait une prestation, pour 170 personnes parce que je fais aussi du traiteur de temps en temps, mais j'ai dressé devant les gens donc c'est pas le traiteur qui apporte, mais pour dire que c'est des petites pièces. C'était pour BNP Paribas. On devait être sur site à 9h30. Ils étaient tous devant la porte à 9h25 et là je me dis: «OK, fiabilité fois 1000» et en fait c'était pour 170 personnes. Il y avait 8 créations, donc tu fais 8 fois 170. On a tout sorti en 3 heures. Voilà. C'est-à-dire que j'avais préparé mes poches, mais en fait, on avait une cuisine, on avait un office et j'avais mis toutes mes tartelettes, tous mes canapés de pain d'épices et après pop, 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 on poche, on remplit et puis après on dresse les trucs et on a mis ça pendant 3 heures et demie. Les gens l'ont vu, en plus c'était ouvert et on a envoyé, toutes les pièces. ouais, c'est millimétré en fait, enfin tout c'est une organisation, Ah oui, ouais. oui, c'est militaire. Mais même de façon générale, en fait, tu vas pas arriver chez ton ou ta cliente et «Ah bah mince, j'ai oublié les herbes», quoi. Enfin, tu es obligé d'être vraiment carré sur, tout, même les délais, de quand tu fais tes courses. Tu peux pas t'organiser, en fait, en fonction de ta vie à toi en te disant: «Bah tiens, je vais faire 4 jours avant», parce que si tu dois avoir du frais, tu es obligé de faire un peu au dernier moment. Bien sûr. En fait, je fais tout un rétro-planning en fonction, du sec, du frais, de l'archi-frais. Typiquement, si j'ai une prestation le samedi, soir, parce que j'ai aussi des prestations en semaine, mais le samedi soir, bah, je vais chez mon poissonnier le samedi matin. Voilà. Tout ce qui est sec, bon, bah, ça, je peux le prendre à J-3. Les fruits et légumes, c'est J-1 ou J-2 selon les prépas que je veux faire en avance, mais évidemment et puis après il y a des listes de listes de listes de listes qui sont stabilotées et surstabilotées et quand je pars avec mes caisses, bah, je sors tout et je coche en disant: «Bah, OK, ça c'est pris, ça c'est pris, ça c'est pris». Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de concentration. Tu vois, par exemple, la mayonnaise, je la fais sur place. Donc si j'ai noté mayonnaise, bah, moi, en dessous, pour bien y penser, j'ai noté œuf, huile et moutarde. Comme ça, c'est coché. Parce que sinon, je le fais à l'arrache. Parce que j'ai le stress aussi quand même, j'ai le trac au moment où je fais ma caisse, parce que ça dépend où c'est, mais grosso modo, c'est entre 30 et 1h30 entre chez moi et la prestation. Parce que tu as la route, parce que tu as les embouteillages, parce que tu as le stress de la route aussi de se dire: «Ah bah, est-ce que je vais bien arriver?» Le GPS, tu sais, il se rajoute et tu es: «Oh là 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 là», puis le stress de se garer. Moi, je travaille beaucoup dans Paris, donc la bagnole, c'est un peu compliqué dans Paris. Il y a quand même des gens qui me disent: «Mais tu viens pas en métro?» Bah oui, tu as raison, j'ai 5 caisses, je vais venir en métro.
Avec mes carottes et mes poireaux en métro. Non, mais n'importe quoi. Et effectivement, bah, je suis quand même stressée parce que c'est beaucoup d'exigences. C'est des événements qui comptent. Quand tu fais le 24 décembre, tu dois pas te louper. Quand tu fais un mariage, tu dois pas te louper. Quand tu fais les 40 ans ou les 18 ans ou les 30 ans ou les 60 ans, tu dois pas te louper. Quand c'est des potes qui se réunissent, bien sûr que je vais donner le meilleur, mais tu te dis ça peut être reproductible. Ils le referont plus tard, tu vois. Donc là, quand c'est des moments calendaires, tu vois, là, je suis en train de préparer mon menu pour la fête des mères. J'ai envie de faire ça très bien. Donc, au moment où je me concentre dans mes caisses, il faut que ce soit robotique. C'est-à-dire que j'ai ma feuille, je coche, je suis avec Guillaume, c'est lui qui met et je coche. T'as mis, c'est bon, ok. Et puis après, j'ai tout noté, mon dressage, les éléments de mon dressage, les toppings, les huiles, les vinaigres, voilà. Tout est consigné. C'est mon côté germanique, ça. J'osais pas faire la blague sur les profs d'allemand. Tu peux, tu vois, autodérision. Je voudrais pas me les mettre à dos. Déjà qu'ils sont pas très nombreux. J'assume. Non, je pense que j'étais la plus drôle et la plus souriante des profs d'allemand. La plus la plus folle, surtout. Sachant que là, on a la vision, bah, ça fait plus de 10 ans que tu fais ça, donc forcément ton équipe, elle est construite, ton organisation, elle est millimétrée, tu as de l'expérience, tu sais ce que tu fais. Mais il y a un moment où tu as commencé le tout premier repas. J'imagine que je me mets dans la tête là des gens qui écoutent et qui sont en train de se demander: «Ah, j'y vais pas, j'aimerais bien faire ça, mais je serais pas capable d'avoir une si grosse équipe, une si grosse entreprise, machin». Il y a bien un début à tout ça. Si grosse entreprise, on va se détendre, hein. Ah oui, mais en fait, c'est toujours plus gros que quand tu es tout seul. Parce que est-ce que quand tu as commencé, tu étais toute seule, toute seule? Tu faisais le service à table, Je faisais tout, je faisais tout. J'ai fait ça pendant 4 ans. En 4 ans, j'ai fait toute seule. En fait, j'ai commencé peu de temps avant le Covid, en fait, à me dire: «J'ai besoin d'aide en cuisine» et là, je t'avouerais que, aujourd'hui, enfin, avant, c'était, je prenais quelqu'un à partir de 12, maître d'hôtel ou pas, mais en tout cas quelqu'un avec moi et là, je suis tellement fatiguée, parce que c'est beaucoup de fatigue physique aussi, que je prends maintenant à partir de 8 et que je fais toute seule jusqu'à 7. Mais avant, j'ai pu faire des trucs toute seule à 20-25 et c'était l'enfer. Je faisais le menu en fonction parce que si tu as 3 trucs sur le feu, bah, tu peux pas servir, le truc il va brûler, enfin voilà, donc ça a été très difficile. Ça a été très difficile et puis, bah, après tu essayes de te structurer, tu essayes de réfléchir à ton confort, ton luxe pour pouvoir te mettre, parce qu'il y a quand même toute une partie où je parle beaucoup avec les clients. Parce ils veulent parler avec moi. Donc, parfois, à l'apéritif, c'est très souvent d'ailleurs: «Bah, Virginie, viens prendre l'apéritif», donc ils me servent une petite coupe de champagne. «Bah, assieds-toi, raconte-nous». Ouais, mais enfin, si j'ai mon magret là qui l'attend, 10 minutes et que finalement il est à 20 minutes, il va pas être bon. Tu vas être fâché quand même. Donc là, bah, là, j'ai quelqu'un qui est en cuisine et moi pendant ce temps-là, bah, je fais tout le système aussi de relations publiques. C'est hyper important, c'est ce que les gens attendent de moi. mais je trouve que c'est bien de savoir que, bah, il y a eu ces 4 premières années où tu as été seule et que le reste est arrivé petit à petit. Parce que parfois, les gens se projettent dans le témoignage qu'ils entendent de là à l'instant T. Mais je pense que personne ouvre son entreprise et devient chef pour 170 personnes les premières semaines, tu vois? Donc c'est chouette de pouvoir avoir un petit, rétro-planning, de la reconversion aussi. Bien sûr, et si tu veux connaître l'anecdote, en fait, moi, quand je me suis lancée, bah, j'avais pas de code dans la restauration, pas de réseau dans la restauration et donc j'ai été dans une agence de chef à domicile et ils m'ont dit: «OK, on va faire un dîner test pour vous, pour identifier, bah, ce que vous valez». Donc là, immatriculation décembre 2013, dîner test mars 2014. Donc tu vois, on est quand même à 3 mois. J'ai flippé ma race. Je me souviens, c'était dans le 7e, je suis arrivée en bas, je me suis dit: «Waouh!» Là, j'avais compris que ça allait être soit oui, soit non, soit j'enclenche, soit je redeviens prof parce que Virginie, tu craqué, quoi. Et en fait, ils ont adoré. Ils m'ont mis en mode premium tout de suite et là, je me suis dit: «Voilà, il y a quand même un truc». Et à partir de là, c'est passé et c'est pour ça d'ailleurs que mon vrai anniversaire, c'est là, mes 12 ans, je vais les fêter le 25 mars. Parce que pour moi, c'est ça le départ. Bah, écoute, ce sera fêté quand l'épisode sera publié. Je te mettrai un emoji joyeux anniversaire dans les commentaires. C'est adorable. Et sachant que côté formation, et moi je trouve ça génial, mais je sais qu'il y a des gens qui ont un jugement là-dessus. Tu disais tout à l'heure que pour enseigner, tu n'avais pas le CAPES et la grègue. Et là, pour faire ce que tu fais aujourd'hui, tu n'as pas de diplôme officiel de cuisine. En fait, tu as été autodidacte sur plein de choses. Alors l'enseignement, tu avais quand même toutes les études et les diplômes qui vont avec. C'est juste que tu n'as pas le tampon concours, mais c'est pas ça qui fait un bon enseignant. C'est plus un rite de passage, on va dire. Je pense qu'on est nombreux à être d'accord là-dessus, qu'on l'est ou qu'on l'est pas. Mais pour la cuisine, c'est un milieu qui est assez normé et académique, je pense. Tu penses bien, Florence. J'ai l'impression, hein. Et du coup, je me demandais, bah, quand on n'a pas ça, parce qu'il y a un souci souvent de légitimité quand on se lance dans un métier et souvent, de ce que je remarque des personnes avec qui j'échange, qui sont profs et qui se reconvertissent, c'est le passage par une certification ou un concours ou une formation
qui leur apporte cette légitimité. Est-ce que toi, tu as eu l'impression que ça t'a manqué ou est-ce que tu l'as trouvé ailleurs, autrement, d'une autre façon? Alors du coup, là, il y a 2 éléments de réponse. Il y a l'élément de réponse par rapport à moi. Donc moi, je n'en ai jamais ressenti le besoin. Je savais que j'étais tellement curieuse et bosseuse que j'allais rattraper ce retard, ces incompétences, cette imperfection. Et là encore, il y a plein de choses que je ne sais pas faire techniquement. Tu vois, hier, pour l'anecdote, on est venu me chercher pour faire un tournage autour de très jolis produits de poisson et on m'a dit: «Est-ce que tu sais lever un filet?» Bah non, je ne sais pas lever un filet. Donc c'est le poissonnier qui m'a levé le filet et en fait, je me suis dit: «Mais mes clients, ils s'en foutent en fait parce que moi, je vais faire de la sole, je vais faire du bar, je vais faire de la dorade, je vais chez mon poissonnier, il me lève le filet, moi j'arrive chez le client, je fais la sauce», voilà. Donc je suis assez à l'aise en fait en disant tout ce qui est technique, voilà, je sais pas, barder une viande, mais peu importe. Je vais chez mon boucher et en fait, je fais travailler la chaîne de l'artisanat, le vrai savoir-faire. Donc de mon côté, j'ai jamais eu ce problème. Par contre, du côté de la sphère métier, oui, j'ai ressenti beaucoup de jugements, j'ai ressenti beaucoup de moments très difficiles, d'illégitimité. Une fois, quelqu'un qui m'a dit: «Enfin, tu pas de diplôme, pourquoi tu t'appelles chef?» Et une autre personne derrière qui m'a dit: «Mais en fait, tu as été à domicile, tu fais ça avec un mépris incommensurable, tu fais ça parce que tu pas pu ouvrir ton resto». Bien sûr. Ah non, mais c'est dur. Ah, j'ai morflé. J'ai et encore aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu plus simple parce que maintenant, comme tu le dis, je suis un personnage public, je suis beaucoup reconnue. Là, tu vois, ce midi, j'ai déjeuné dans une très belle brasserie parisienne. Le chef m'adore, il me fait rencontrer plein de monde. J'ai réussi à avoir des mentors qui sont extraordinaires et qui me jugent sur une seule chose, sur mon travail. Et à partir de là, tu en as plein qui ont des CAP, tu en as qui ont fait Ferrandi, tu en as fait qui ont fait le cordon bleu, les grosses écoles d'excellence culinaire, mais qui derrière travaillent moins que moi. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un rôle de la personnalité, de ton identité, de ce que tu renvoies. Et moi, quand j'ai passé la Greg, j'ai quelqu'un qui l'a eu avec 18. Tu savais très bien qu'elle allait être une mauvaise prof. Parce que hyper timide, elle allait se faire piétiner. Et donc, elle était très intelligente, elle était brillante. Elle avait fait une dissertation de ouf. Mais par contre, la pédagogie, la fibre, l'adaptabilité, la flexibilité, l'agilité, elle ne l'avait pas, ce que moi j'avais. Et je pense que ces soft skills dont on parle beaucoup dans l'entrepreneuriat sont beaucoup plus intéressants que les hard skills. Tu relèves 2 choses, que j'avais envie de dire. J'espère que je me souviendrai de la deuxième quand j'y arriverai, mais je vais commencer par la première. La première, c'était par rapport à l'enseignement, pour du coup avoir été prof aussi et avoir vu différents types d'enseignants et avoir passé, et eu le concours. Je sais qu'avoir le concours, ça veut pas du tout dire être un bon enseignant. Ça veut dire, bien apprendre par cœur ses maths, enfin pour les profs, des écoles, nous c'est maths et français principalement, c'est, bien apprendre, les notions de grammaire, d'orthographe, faire une bonne disserte et bien connaître, tout ce qu'on te demande d'apprendre en mathématiques, quoi. Une fois que tu as pondu ça, déjà tu passes aux oraux. Là, il y a déjà un petit peu plus une sélection puisqu'il y a la sphère, humaine qui rentre en jeu, de comment tu t'exprimes, de ta patience, ta pédagogie et cetera. Mais si tu as une excellente note, aux écrits, ça veut pas du tout dire que tu vas être un excellent enseignant. À l'inverse, tu peux très bien et du coup, tu en es un excellent exemple, mais ne pas avoir ton concours sur la partie, purement technique et pragmatique, mais être, un excellent humain, pédagogue, quelqu'un de patient qui va savoir transmettre, enfin, voilà. Et je pense que toi, dans ton métier, c'est la même chose aujourd'hui et je pense que dans beaucoup de métiers, ça l'est parce qu'il y a sûrement aussi une grosse part d'expérience. Forcément que tu dois être meilleur maintenant qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans et tu seras encore meilleur dans 5 ans si tu fais toujours ça. Donc ça prend aussi une grosse part et la deuxième chose que je voulais dire, si elle me revient, j'en parlais avec, des gens que j'accompagne. J'ai un club de profs en reconversion. On avance, étape par étape chaque mois vers, la reconversion de chacune, parce qu'il y a que des femmes en l'occurrence pour l'instant et on parlait de ça, «Ah mais moi je sais rien faire» et en fait le «je sais rien faire» souvent c'est: «Je sais pas utiliser tel logiciel qui est mentionné sur l'annonce à laquelle j'aimerais postuler». Mais en fait, elles savent faire énormément de choses qui font partie de ces fameux soft skills qui sont très difficiles à apprendre quand on ne les a pas et qui, chez certaines personnes, sont innés et que les recruteurs recherchent ou même au-delà des recruteurs, juste des collègues, ils vont préférer travailler avec quelqu'un, d'humain, qui a la tête sur les épaules et qui a un minimum d'empathie et de compréhension, voilà, des émotions, de la communication et cetera, que quelqu'un qui est hyper bon sur son logiciel, mais qui humainement, c'est un zéro pointé, quoi. Et ça, je trouve que c'est plus facile d'apprendre à faire fonctionner, une nouvelle messagerie ou un nouvel outil que d'apprendre à devenir patient. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ça leur prendra des années de devenir patient. Moi, je sais que je suis extrêmement patiente.
Par contre, il y a des trucs sur lesquels je suis moins bonne. Mais au moins, j'ai ma patience pour moi, tu vois. J'aimerais pas du tout devoir apprendre à devenir patiente si je l'étais pas, ou apprendre à être à l'écoute. Quand tu sais pas du tout être à l'écoute et que tu ne fais que parler, parler, parler et jamais prendre en compte les autres, ça doit être hyper difficile d'apprendre à le faire. Je sais même pas trop comment t'apprends ça, tu vois, parce que c'est pas des choses qu'on t'apprend à l'école. Après, tu passes par la phase coaching. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que quand je suis rentrée, donc quand j'ai été tapée à la porte de cette école, ça m'avait scotché parce qu'il m'avait posé des vraies questions d'entretien. Il m'avait demandé: «Qu'est-ce que pour vous la pédagogie? Comment vous gérez vos copies? À quelle fréquence vous les rendez? Comment vous gérez l'indiscipline?» Tu vois, il m'avait posé plein de questions très techniques, très de projection sur, ma manière d'enseigner, comment je construis des séquences d'apprentissage. Alors à cette époque-là, c'était beaucoup de la didactique, mais c'était vraiment des questions simples et c'est là où je me disais: «Ah ouais, en fait, c'est ce métier-là que j'ai envie de faire». Pas parce que ma dissertation sur Goethe, j'ai eu 7. En fait, on s'en fout de ma dissertation sur Goethe. Je vais enseigner en 6e, en fait. C'est complètement délirant et de la même manière, moi, j'ai plein de gens qui passent le CAP, c'est très bien. Mais après, il y a tellement d'autres choses à développer quand tu veux te lancer, soit dans un restaurant en tant que chef, mais c'est pas ton restaurant, soit si tu veux créer aussi un restaurant. Je veux dire, tu dois tellement apprendre plein d'autres choses. La communication, le networking, de gérer ta peur, de gérer tes équipes, que tu as CAP ou pas CAP, bah, c'est pas ça qui fait que tu vas cartonner, en fait. C'est clair. Sachant qu'il y a aussi plein de façons d'apprendre. Bon, toi, tu es très autodidacte, mais on peut aussi se former sans que ce soit forcément toujours des formations reconnues, mais parfois à travers des livres, à travers des podcasts, à travers des vidéos, à travers ses collègues ou des personnes qu'on va rencontrer sur le joli chemin de la vie. C'est illimité comment pouvoir grandir, comment progresser et je pense qu'en fait, c'est ça aussi qui fait qu'un entrepreneur est un bon entrepreneur, c'est cette curiosité inlassable vers quelque chose, que tu vas, appréhender au fur et à mesure des années, au fil des échanges, des rencontres, des gifles aussi, voilà, c'est comme ça que tu grandis. Je crois que tu es un peu obligé d'être curieux et ouvert quand tu travailles à ton compte, ou alors vraiment tu t'es enfermé dans un petit truc et t'intéresse que la société change pas et que tes capacités restent au top tout le temps, mais tu es obligé de faire de la veille, de ouais. Bah, bien sûr, bien sûr. Tu parlais tout à l'heure du fait, de travailler dur. Tu travailles combien d'heures par semaine? Écoute, là, on est quoi? On est jeudi? Là, lundi alors tu vois, j'ai pas de prestation. Là, ma prochaine prestation, c'est le 18, mais c'est pas parce que j'ai pas de prestation que je travaille pas. Bah, lundi, mardi, mercredi, j'ai fait 3 fois 15 heures. On est sur un bon ratio. Bah, en fait, grosso modo, alors après, c'est ça, c'est de manière générale le travail qui englobe communication. Je suis entre 75 et 80 par semaine. Oui, parce que ça, je l'ai pas dit pour l'instant, mais on va y venir aussi. Il y a pas que, entre guillemets, le côté chef à domicile. Tu as toute une partie aussi où tu fais du consulting, tu as des livres, tu as ton podcast, bah, ta com, elle est vraiment nickel. J'ai beaucoup à apprendre de ce côté-là. J'ai vu que tu faisais aussi des team cooking, qui sont les équivalents du team building, mais à travers la cuisine pour souder les équipes, que ce soit en Dis donc, tu entreprise ou as ailleurs. bien bossé, hein? Bah, il faut dire que tu as un site, il est super bien fait, quoi, donc c'est assez facile. Alors, on remerciera Laura qui a fait le site parce Merci qu'elle a Laura. toujours des doutes, mais c'est quand même très bien. Bravo Non, Laura. non, franchement, il est top et il y a toutes les bonnes infos sans qu'il y en ait trop non plus, donc il reste quand même, des choses à découvrir. Mais en tout cas, ce que j'ai découvert moi, c'est que tu fais énormément de choses en dehors de l'activité phare dans laquelle on se projette quand on voit ton intitulé, on va dire. Est-ce que j'ai oublié de mentionner des choses? Est-ce que tu fais d'autres choses encore? Tu as dit le podcast, j'imagine? Ah bah oui, quand même. Ouais, oui, oui, non, c'est ça, c'est que, au fur et à mesure de ces années, c'est vrai que moi j'adore cuisiner. Bah, tu vois, j'ai des feuilles où c'est, voilà mes menus et quand je vais raccrocher avec toi, je vais être sur mes projections de menus. Là, j'ai 3-4 trucs sur lesquels on m'a challengée. Là, j'ai un très joli truc fin mars, autour de la gastronomie française. Ça va être sur une péniche face à la tour Eiffel donc j'ai envie, tu vois, de faire un super truc mais au-delà de ça, j'aime créer. Donc j'aime créer des projets, j'aime créer des podcasts, j'aime créer des bouquins et en fait, j'aime laisser une sorte d'empreinte de tout ce qui concerne l'art culinaire. Et je pense que cette multipotentialité, que je revendique maintenant complètement, fait que j'ai envie d'aller explorer des choses et que si j'ai envie d'aller les explorer, bah, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? C'est l'avantage quand on est son propre patron, la seule personne qui nous empêche, c'est nous. Mais c'est aussi cette personne-là qui doit faire attention à ce qu'on ne fasse pas trop pour pouvoir, tenir sur la durée. C'est une vraie question ça aussi. Mais oui, c'est de trouver un juste milieu. Après, toi, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, que de travailler beaucoup, ça a l'air de t'épanouir, en fait. Tu as l'air de vraiment aimer ça, quoi. J'adore, j'adore. Je ne subis pas. Après, ce que je peux subir, c'est la culpabilisation. Moi, j'ai une fille qui a 17 ans, donc ça peut être
compliqué aussi de se dire, tu tellement ce que tu fais que tu es moins à la maison. Là, tu vois, mes 3 journées de 15 heures, lundi, mardi, mercredi, c'est parce que j'ai fait beaucoup de relations publiques. J'ai été invitée à un sommet de dirigeantes. J'ai été élue femme Forbes cette année et du coup, on a ouvert aussi un réseau de femmes Forbes et donc les femmes Forbes on se met mutuellement sur des événements qui sont canons et donc du coup, c'est des choses auxquelles je peux pas dire non et clairement, tu vois, par exemple, mardi soir, j'étais fatiguée parce que voir du monde en permanence, parler en permanence, montrer aussi une certaine, posture professionnelle en permanence, c'est épuisant et là, j'ai enchaîné 3 jours comme ça, donc c'est très fatigant, c'est beaucoup de concentration et en fait, je voulais pas aller à un endroit et pendant les 2 heures, j'y suis allée, j'ai conclu 4 choses. Il y a 4 projets qui se sont ouverts et alors que si j'étais restée à la maison, ces projets-là voilà, donc il y a aussi de prendre conscience que oui, on travaille beaucoup, mais maintenant je sais comment travailler. Donc si je travaille beaucoup, j'ai compris que ça va payer, pas forcément financièrement, mais que ça va déboucher sur quelque chose. Et en fait, depuis 3 4 ans, je sème beaucoup et en ce moment, je récolte. Donc tu parlais de patience. Il y a aussi beaucoup d'investissements qui sont à long terme, investissements financiers, investissements sur toi-même, investissements en temps. Moi, il y a des projets auxquels je dis oui alors qu'il n'y a pas forcément derrière d'argent. Mais il y a une énorme visibilité, il y a un gagnant-gagnant qui arrive, qu'après je vais pouvoir retransposer, reconvertir, qui fait que après ça va déclencher autre chose autrement. Et ça, en fait, j'ai compris que c'était un mindset que j'avais depuis le début et qui explose de plus en plus au vu de mon développement. Donc c'est hyper intéressant. Tu parlais tout à l'heure de culpabilité, par rapport notamment à ta fille qui, du coup, peut-être te voit moins qu'elle ne verrait quelqu'un qui fait un autre métier et encore, il y a plein de métiers où on voit peu ses parents. Est-ce que quand tu parles de culpabilité, tu parles de toi-même, de elle qui te le ferait ressentir ou de personnes extérieures qui n'ont rien à voir avec la choucroute et qui se permettent des réflexions? Alors c'est drôle parce que je suis alsacienne, alors j'adore qu'on parle de choucroute. J'ai envie de te dire, c'est les 3. Moi déjà, de me dire, ton rôle de maman est un rôle de support, est un rôle de confiance, est un rôle, d'être là en permanence. J'ai un rapport très compliqué à ma mère donc voilà, ça renvoie des choses, ça résonne mal. Après, c'est les gens, bien sûr, mais de toute façon, tout ce qui te rend mal, essentiellement, c'est les autres qui te renvoient eux-mêmes leur débilité, leur peur, leurs incertitudes, leurs frustrations. C'est ça et ça, je l'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de coaching là-dessus. Après, elle, non. Et tu vois, typiquement, mardi a été une très, très grosse journée. Mardi matin, j'étais invitée à la CCI de Paris parce que on m'a mise marraine d'une promo d'entrepreneurs, au féminin. J'étais très fière et du coup, j'ai fait un discours, devant 50 personnes à la CCI de Paris, donc hyper impressionnant, devant le PDG de L'Oréal, le PDG des Galeries Lafayette, devant, la Caisse d'épargne, la BPI et cetera et le soir, je voyais pas ma fille parce que j'allais justement à cet endroit où je ne voulais pas aller et où j'ai conclu 4 trucs et elle m'envoie un message, elle me dit: «Comment ça s'est passé ce matin?» parce qu'elle savait que j'étais un peu stressée et cetera et je lui envoie la photo de moi au pupitre avec des gens, avec mon gros truc derrière de tête et cetera. Elle me dit: «Ça s'est bien passé?» Je lui dis: «Ouais, je suis contente, très contente». Elle me dit: «Oh mais tu trop belle et puis, j'adore trop tes petites aventures comme ça, c'est trop une grosse inspiration» et j'ai pleuré. J'ai fait: «Waouh» et là, elle est en train de passer le bac de français, donc elle va faire des oraux et elle me dit: «Maman, pour mes oraux de français, je vais être comme ça, je vais tout défoncer». Je vais éviter de pleurer parce que ça m'émeut énormément. Ce que je veux, moi, lui enseigner, c'est vraiment ce sens de l'effort, c'est ce sens de l'audace et cet amour de soi-même inconditionnel, de dire: «Tu peux le faire, tu peux le faire, tu veux le faire, tu vas le faire». Voilà. Moi, je montre quand même un exemple et c'est aussi pour ça que je suis beaucoup sollicitée sur l'entrepreneuriat, dans les podcasts, de ce parcours, d'autodidacte et très atypique parce que je suis partie de rien, de rien. C'est vraiment ex nihilo. Je suis une ancienne prof. Point barre. Pas entrepreneur, pas de parents entrepreneurs, pas de restauration, pas de parents dans la restauration, pas de code dans la restauration professionnelle, pas de code dans l'entrepreneuriat. J'en suis là où j'en suis. Donc ça veut dire que c'est possible. La seule condition, j'en dis qu'une, c'est pas une question d'intelligence, de résilience peut-être, d'audace, oui, mais de travail, de constance, de discipline. Et ça, je le dis. Et là, quand j'ai fait le discours devant les nanas, elles étaient 45. Je leur ai dit oui. Vous avez l'impression de me regarder comme ça, en disant, elle est extraordinaire et c'est génial, etc. Déjà, c'est 12 ans. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et surtout, je passe aussi par des phases excessivement compliquées de travail, de pression. J'ai beaucoup de pression parce qu'on dit beaucoup, voilà, on gravit la montagne, on est content, mais quand on est au sommet, faut pas redescendre.
Ça veut dire qu'il faut rester au top, ça veut dire qu'il faut surprendre, ça veut dire qu'il faut se renouveler en permanence. Et ça, c'est une gymnastique mentale qui est très énergivore et c'est pour ça que je suis un petit peu partout, que oui, je fais des conférences, oui, je fais des bouquins, oui, j'ai lancé un podcast parce que j'avais besoin de ça et que du coup, on se dit, Virginie, elle est visible, elle est partout et puis du coup, c'est ça qui fait qu'il y a un buzz autour de moi et que derrière, c'est gage de ça va continuer à marcher. Moi, j'ai vécu le Covid, tout s'est arrêté. Ça a été traumatisant. J'ai vécu 3 semaines de dépression, ça a été l'enfer et je me suis dit à partir de là, soit tu t'écroules et tu redeviens prof, soit tu sors du confinement et tu défonces toute la terre. Et j'ai préféré ce côté-là et c'est pour ça que j'ai enchaîné plein de projets et qu'après, je suis montée dans un train, dans un TGV, dans une fusée qui fait que OK, on y va et que là, je sens que ça commence à s'emballer sévère et derrière, il faut gérer. Et ça aussi, c'est un autre pan de la réussite dont on ne parle pas beaucoup. Pas beaucoup parce que sous-entendu, ça cartonne, ferme ta bouche, tu es contente. Non, ça crée d'autres problèmes en fait. Exactement. Je le vois moi auprès de personnes que je suis, notamment des podcasteuses pour qui ça a vraiment explosé. Ce qui moi ça fonctionne très bien, mais je sais que je suis pas encore au sommet de ce que je pourrais faire parce que je vois tout ce qui reste à faire que je n'ose pas faire pour l'instant. Parce que moi j'ai peur de réussir. Là où plein de gens ont peur que ça marche pas, ça prenne pas, de pas avoir de clients, etc. Moi j'ai toujours eu peur de l'inverse, d'avoir trop de clients et de devoir dire non, que ça marche trop bien et d'être trop visible, de tout ça. Donc je sais que je suis très lente, mais j'ai des collègues pour qui ça a vraiment explosé et effectivement ça cartonne. Et du coup, elles sont dans ce stress-là de OK, et maintenant, comment on gère la suite? Ça a grandi d'un coup, comment on s'entoure des bonnes personnes? Comment ça se calcule? Est-ce qu'on doit changer de statut enfin voilà, tu peux pas rester parfois auto-entrepreneur, passer des certaines sommes. Enfin, en fait, c'est toute une réflexion aussi et préparer éventuellement la redescente, si redescente il doit y avoir un jour, soit par choix, soit pas par choix. Parce que tu peux pas savoir de quoi demain sera fait. Ah mais tu ne sais rien, tu ne sais jamais rien. Et d'un côté, c'est ça qui est beau aussi, parce que si tu savais que ça allait marcher et que ça marchait, et serait où le plaisir si tu sais déjà que ça va marcher, tu vois? Là, au moins, tu es contente et parfois, il y a des moins bien. Mais moi, je suis assez persuadée que, de manière générale, pas que dans une reconversion dans le travail, mais même dans la vie, c'est parce que parfois, on va moins bien que quand on va bien, bien, on est très content d'aller bien, bien. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je suis comme ça. Je sais pas, quand tu as eu 4 jours de gastro et un matin, tu te réveilles et tu sens que c'est parti et tu vas trop bien, tu te fais: «Waouh! En fait, c'est vraiment génial d'aller bien, quoi». Je sais pas si l'exemple est très bien choisi, comme on parlait de cuisine. Oui, mais je n'ai pas encore donné d'intoxication alimentaire à mes clients ou pas que je sache en tout cas. Bon, je touche du bois, j'espère que ça va pas venir à cause de moi. Non mais tu as raison. De toute façon là, tu vois, j'ai lu une phrase que j'aime beaucoup qui dit: «L'entrepreneur, c'est celui qui saute d'un avion et qui va créer son parachute, qui va le construire». C'est pas qu'il va l'ouvrir, c'est qu'il va le construire pendant la descente. Et tu vois, moi, si on m'avait dit il y a 12 ans, j'en serais là où j'en suis, j'aurais dit: «Mais, vous avez craqué les mecs en fait, jamais cette projection sera là». Et puis en fait, c'est petit à petit, c'est petites, étapes et tu as raison, c'est ça qui est hyper excitant. Non, mais ça, tu le dis très bien. En fait, tout arrive petit à petit pour beaucoup de monde, à part de très, très rares exceptions de gens, voilà, qui explosent comme ça à peine commencé. Mais en vrai, c'est rare, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais tout arrive petit à petit et c'est intéressant et je pense même important quand on se lance dans un projet de reconversion comme là, les personnes qui écoutent, de ne pas juste se projeter dans ce que fait la personne dont ils écoutent le témoignage maintenant, après X années d'expérience, parfois des ratés, parfois c'est la troisième entreprise, des autres, elles n'ont pas marché, parfois il y a eu un soutien qu'on ne soupçonne pas, parfois il y a eu un contact qui, voilà. Mais vraiment de regarder, enfin de retracer le parcours en arrière et de voir comment et où ça a commencé et dans quelles conditions pour se projeter sur quelque chose qui est déjà un petit peu plus réaliste pour un démarrage en tout cas, quoi. Bien sûr, et d'écouter les conseils, qui fait que, elle est là où elle en est. Donc de dire: «Voilà, j'ai vécu ça, je me suis réajustée, j'ai pensé à ça, je me suis entourée» et voilà, donc se dire: «C'est une aventure qui ne se termine jamais, en fait», parce que c'est toujours, toujours, toujours en effervescence, en mouvement. Au niveau des vacances, ça se passe comment? Puisque du coup, tu as des énormes semaines de travail. Est-ce que tu en prends ou pas? J'aime bien, tu prends plein de petites pincettes. C'est très compliqué les vacances, c'est très compliqué et là pour le coup, les vacances de prof, c'était quand même bien agréable, hein, faut quand même le dire. Même pas les vacances, carrément les congés payés que je n'ai plus. C'est parce qu'on peut en prendre. Là, tu vois, je suis partie en vacances 10 jours. C'est 10 jours où, j'ai mis un peu en stand-by en disant, moi je suis pas encore structurée au point que quand je suis pas là, ça peut tourner sans moi. Je peux avoir des prestations que je fais pas parce que parfois j'ai des doublons et quand il y a des doublons, moi je suis sur une presta et puis, je vais pas dire non à un deuxième. Donc du coup, c'est Guillaume qui se met avec mes maîtres d'hôtel ou moi je suis avec mes maîtres d'hôtel ou c'est d'autres cuisiniers. Voilà, donc on essaye de gérer des trucs, sauf quand ils me veulent sur les 2 trucs et là c'est compliqué parce que je peux pas me dédoubler mais on s'arrange. Ils déplacent leurs dates en général, c'est quand même un truc assez dingue, mais ils déplacent leurs dates pour m'avoir. Et en fait, les vacances,
Bah, j'essaye, déjà financièrement de calculer parce que l'argent ne rentre pas, mais surtout il sort beaucoup parce que quand tu es en vacances, tu dépenses plus en général et par rapport au rythme de repos, non, c'est très compliqué. Moi, je te dirais que je travaille tout le temps, tout le temps. J'ai pas de samedi, j'ai pas de dimanche. Je pense que je travaille tous les jours, mais tous les jours. Après, ça peut être, 1 heure à être sur les réseaux, 3 heures à faire une liste de courses. Après, ça peut être des vraies journées de travail, de prod, de prestat, de courses, mais je pense qu'il y a j'ai jamais eu une journée off. Jamais. Et niveau, santé mentale, là, tu te sens bien? Tu pas en mode, «Il me faudrait vite, vite des vacances»? Oh! Bah, là, je reviens de vacances, donc ça va un peu, mais non, 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 le burn-out n'est jamais très, très loin, on le sait. On le sait ça. C'est très compliqué la santé mentale, moi je le dis de manière très décomplexée. Il y a eu des moments où je me suis fait peur. Ça les gens le savent, je suis assez OK avec ça. Donc je travaille beaucoup, j'ai été coachée, j'ai eu un préparateur mental, j'essaye de m'écouter de plus en plus, j'essaye de déléguer un maximum. Mais qui dit déléguer, bah, dit payer. C'est dur aussi de déléguer. Bah, il y a l'aspect financier, mais aussi il y a l'aspect, comment être sûr que la personne à qui on va expliquer ce qu'on a dans la tête, le récupère exactement comme on a envie de le sortir, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, tout ça, c'est des choses auxquelles les gens pensent pas. Ils me disent juste: «Faut te reposer». Bah, ouais, mais faut me reposer. Moi, par exemple, tu vois, ça m'arrive d'aller quand même au ciné ou d'être là, j'ai été invitée dans une soirée lundi, j'avais laissé mon tel pendant 2 heures et demie. Je sors, j'avais 35 messages WhatsApp, j'avais 30 notifications sur mes réseaux, j'avais 15 mails et des trucs importants. C'était pas de la pub, hein, des trucs où tu dois répondre. Et tu fais: «Waouh!» Là, tu prends, tu dis: «Mais je vais jamais y arriver». Des choses de réflexion, et voilà, et elle est là ma réalité aussi. Donc oui, OK, pendant 2 heures, j'ai coupé, parce que les gens me disent: «Faut couper, faut couper». Mais moi, si je coupe 3 jours, mais c'est l'enfer. Là, pour le coup, j'arriverai pas. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure, c'est pour ça que je suis très réactive. Les gens me disent: «Ah oui, tu es hyper réactive dans les messages». Là, tu vois, avec toi, je vois depuis tout à l'heure les trucs qui tombent. Bon, bah, on va raccrocher et je vais me prendre, j'aurai mon sas dans la foulée. Là, en plus, j'ai une grande table, je suis bien, j'ai plein de voilà, je vais écrire et je vais me dire: «OK, il faut faire ça, 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 ça». Mais c'est fini le mythe de, oui, je peux prendre, 5 jours et puis, bah, ouais, je coupe mes réseaux. Moi, personnellement, c'est pas possible parce que j'ai pas quelqu'un qui le fait à ma place. C'est ça aussi après quand tu es structuré, tu vois? Tu dis, bah, tu as un associé qui prend le lead, qui prend le relais. Moi, je l'ai pas. C'est pas possible pour l'instant. Pour l'instant. Et puis c'est vrai que je suis très sollicitée. Là, j'ai beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler. Et puis j'ai un rapport au temps aussi qui est compliqué. Tu vois, les prestats, quand j'ai un client qui m'appelle pour une prestation, j'ai envie de lui répondre tout de suite. J'ai un délai de réactivité grosso modo entre 24 et 48 heures pour lui envoyer le menu. Je vais pas me dire: «Oh bah ouais, il va attendre». Bah, s'il attend, il va aller ailleurs. Donc je perds un contrat. Et puis après, mon podcast, les interviews, bah, j'ai une date aussi comme toi fixe d'enregistrement, donc je peux pas décaler. Donc en fait, je suis toujours un peu bloquée par l'horloge qui me dit: «Bah, attends, tu as tout ça à faire, mais tu as que 24 heures». Mais tu en as conscience du fait que tu travailles énormément et qu'il faut que tu sois vigilante d'un point de vue santé parce que, Bien sûr. à tout moment et tu le dis, tu vois? Tu es pas en train de me faire un mythe de: «Ah non, moi je travaille 80 heures par semaine et vraiment, ça passe, comme une lettre à la poste. Je pourrais faire 100 s'il le fallait». Alors ça passe mieux parce que j'adore ce que je fais. Ça passe mieux parce que, c'est des choses très différentes. Quand je te dis ça, c'est parce que, voilà, c'est des rendez-vous, c'est des soirées, c'est des mails, c'est des préparations de podcasts parce que comme je suis beaucoup invitée dans les podcasts, il faut aussi que je prépare, en tout cas d'anticiper. C'est de la com, c'est voilà, moi j'ai une social media manager sur Insta, mais sur LinkedIn, c'est moi qui fais tout de A à Z. Je publie tous les jours. Ça aussi, c'est des choses, les gens s'en rendent pas compte. C'est des petites choses qui sont des belles choses, mais mis bout à bout, c'est vrai que parfois ma tête, j'ai plus d'espace mental, quoi. Oui, tu es fatiguée en fait, ce qui est normal, hein, Oui, oui, j'ai voilà. envie de dire, avec ce que tu Je fais. suis un être humain. J'ai des moments de régénération d'énergie comme là. Là, j'ai fait un déjeuner avec quelqu'un, bon, on a parlé d'autres choses, mais du coup après entre les 2, j'ai bossé sur des choses, puis après je t'ai vu là, puis du coup je vais bosser après, je vais rentrer chez moi, je vais faire d'autres choses, puis je vais rebosser un petit peu ce soir. Oui, la variété rend la chose plus agréable, quoi. Exactement. Même si ça reste beaucoup de travail et de travail mené intelligemment, parce que de ce que tu disais tout à l'heure, même toute la partie communication, parce qu'il s'agit pas juste de travailler, fort et dur pour réussir. Si tu travailles tout droit dans une direction sans réfléchir et que c'est pas la bonne, ça marchera pas. Mais c'est aussi de le faire, on va dire en bonne intelligence et de beaucoup observer, analyser, tester, Ce qui est difficile, c'est que moi je fais un métier
très, très physique. Donc là, tu vois, j'ai pas de prestations en ce moment, mais quand j'ai des prestations qui me fatiguent, où je peux rentrer chez moi à 1 heure du matin et qu'après j'ai des rendez-vous à 6, qu'après j'enchaîne des grosses journées et je peux même faire des rendez-vous et après je vais directement sur site et j'enchaîne des prestats parce que Guillaume est arrivé avec la voiture et les caisses, et cetera. Parfois, l'agencement de l'agenda, c'est l'enfer. Et en fait, les gens se rendent pas compte. Moi, parfois, je peux faire des journées de 12 heures et d'enchaîner sur une presta et en fait, je pourrais m'endormir au volant quand je rentre à minuit. Parce que la prestation en elle-même, c'est pas, bah, j'ai rien fait, j'ai juste fait mes 2-3 petites courses, je pars en presta. Bah non, j'ai mes posts LinkedIn, j'ai mes rendez-vous téléphoniques, j'ai mes podcasts à préparer et puis après voilà, je fais aussi la prestation et ça je fais de plus en plus de pédagogie avec les gens qui me disent: «Oh oui, bah, tu fais que cuisiner». Bah non, j'ai une boîte en fait. Donc une boîte, ça veut dire que j'appelle des gens et donc en fait, moi, ce qui est compliqué à gérer, mais que j'ai appréhendé et c'est pour ça que je travaille beaucoup dessus, c'est que j'ai à la fois un métier immensément physique et un métier immensément mental, de créativité mentale, d'écriture, de concentration quand tu parles avec les gens. Parce que là, tu vois, je suis hyper concentrée pour essayer de pas dire de bêtises et puis bah, de pas bafouiller et puis de faire attention à ce que je dis. Et en fait, ça, c'est très dur. Mais je l'ai choisi. Mais c'est pour ça que voilà, c'est aussi des journées qui sont d'une densité incroyable. Ouais, j'espère que tu dors bien la nuit pour compenser. Je dors bien. Non, non, c'est vrai que je dors bien. Je dors peu, mais en tout cas, quand je suis pas en prestation, moi, je peux me coucher à 8h30 par contre. Ah oui, bah moi aussi, mais j'ai jamais de prestation. C'est juste mon rythme d'enfant de 8 ans et demi. Moi, je suis plus, alors, sauf les prestations, mais quand j'ai des journées normales, moi, je peux me lever à 5 heures, ça me gêne pas, je suis pleine balle. Mais par contre, moi, je suis du matin. Ah bah je suis comme toi. Je peux me lever hyper tôt. Pendant très longtemps, je bossais entre 5 et 6, je commençais mes journées, mais par contre, après 20h30, moi j'ai déjà mangé, je suis déjà au lit, faut pas me poser de questions, quoi. Ouais, ouais, non, je comprends. Mais c'est ça, c'est aussi de respecter son rythme, c'est intéressant. C'est ce que tu disais, c'est se respecter, en fait. C'est se respecter, d'entendre quand il y a la sonnette d'alarme, et puis d'expliquer aux autres, surtout. Parce que les autres, ils ont tendance à te pomper beaucoup d'énergie. Je sais pas si c'est une question que tu poseras, mais quand tu es dans la réussite aussi, tu attires des choses compliquées. Tu parles de réussite, il y a une question que je pose toujours et je sais que du coup je l'ai écouté, tu as enregistré un épisode mais génialissime sur le sujet, donc je vais pas te faire en parler trop longtemps, on va juste faire les grandes lignes, mais tu as enregistré avec Combien ça gagne, le podcast Combien ça gagne, et tu as détaillé, je le mettrai dans la description de l'épisode, j'adore ce podcast. En fait, c'est une émission où la personne qui interviewe va voir des professionnels de différents métiers, donc là en l'occurrence c'était toi, et fait un peu le détail des coûts, on va dire, d'un métier, donc pour savoir combien gagne vraiment la personne à la fin, mais combien aussi elle doit déduire bah, de charges, de matériel, ben, toi en l'occurrence de coûts de nourriture, etc. Enfin, l'épisode, il est vraiment génial, donc je mettrai le lien en description de cet épisode-ci pour que vous alliez écouter. Mais dans les grandes lignes, par rapport en plus au nombre d'heures du coup de travail que tu fais par semaine, combien tu gagnes globalement? Sachant que je sais que tu es à ton compte et tu vas me dire c'est pas pareil tous les mois, mais est-ce que tu sais faire une moyenne à peu près? Ouais, une moyenne. Alors là, on parle en chiffre d'affaires, hein. Oui, Alors c'est très fluctuant, mais si je lisse, on est entre 10 et 11 000 par mois. sachant que toi, tu es plus en statut auto-entrepreneur, je pense, à ton stade. Non, je suis en EURL. Donc, tu enlèves au moins 40 et quelques pourcents de charges, je pense, à tout ça? Bah, après quand je paye, oui. Puis après moi je suis un tiers en général. C'est ce que je disais à Clémence. En fait, quand j'ai une prestation, j'ai un tiers qui part en courses, j'ai un tiers qui part en charge et j'ai un tiers que j'ai pour moi. Donc quand je dis: «Ah bah, le prix c'est 100 € par personne et c'est 10 personnes», on me regarde, on me dit: «Oh bah, dis donc, tu te fais une soirée à 1 000 balles». Non mec, en fait, je me fais une soirée à 350 balles et quand je montre le nombre d'heures, parfois je suis en dessous du SMIC. Donc on va recadrer. Alors après voilà, ça veut dire qu'il faut en faire beaucoup, plusieurs, il faut essayer d'augmenter les prix, mais c'est compliqué parce que nous, on a eu aussi un coup sur la tête avec l'inflation qui est pan, et c'est très compliqué d'impacter aussi sur. Alors j'essaie d'augmenter de 2, de 3, de 4, de 5%, mais en fait après les gens ils vont dire mais on peut pas. Parce que eux aussi, la vie est chère. Donc c'est tout le problème aussi quand on est en restauration où tout ce qu'on gagne, bah, c'est pas que pour nous, par rapport à des professions plus immatérielles où voilà, bah, l'avocat, c'est son temps. Je dis pas, il paye son temps, mais il sort rien de plus. Et toi, tu disais que en moyenne, en net, on va dire, mais ça reste avant impôt, si tu lissais, ça te faisait à peu près 3 000 € par mois, mais pour un nombre d'heures, enfin, qui est pharaonique, quoi. Mais bon, donc voilà, je gagne plus en tout cas que quand j'étais prof, Oui, ça mais c'est tu sûr. travailles plus aussi peut-être? Mais je travaille plus aussi. Mais après, tu sais, bien sûr que l'argent est important, mais moi, ce que j'aime et ce qui me fait tenir aussi, parce qu'il y a des mois, où, parfois ça peut être tu vois, par exemple, nous, janvier-février, c'est très calme dans les milieux, de la resto, de l'événementiel et cetera. Donc ça peut m'arriver, au lieu d'avoir, 10 prestats, d'en avoir qu'1. Sauf que moi, derrière,
j'ai quand même mes charges. De la même manière que j'ai des potes restaurateurs, s'ils remplissent pas les couverts, bah, eux, ils ont quand même le loyer, ils ont quand même l'équipe, la masse salariale à payer et donc bah, il faut que ça sorte et donc si c'est pas rentré, bah, là, c'est compliqué. Donc moi, j'ai eu des moments où c'était très compliqué, très, très, très compliqué et en fait, on essaye de serrer les fesses, c'est terrible, mais c'est de dire: «OK, on va essayer de rester, on va voir comment on fait, bah, on a une autorisation de découvert, on va avoir une autorisation de découvert». Mais en fait, le rapport à l'argent a complètement changé. Quand tu es entrepreneur et quand tu commences à grossir un peu sur pas mal de choses, moi, j'ai 2 free qui bossent avec moi, donc Cécile et Laura, qui sont des freelances, mais qui sont pas salariés, mais avec qui je bosse depuis 4 ans. Et donc en fait, tous les mois, je leur fais une facture et je le disais, dans Combien ça gagne et effectivement, bah, là, tu vois, typiquement, début de mois, je me suis pas payée pour les payer elles. Ça aussi, il faut que les gens se rendent compte parce qu'ils voient: «Ah oui, Virginie, elle est assistante, puis Virginie, elle fait des réseaux», puis bah, non, parfois Virginie, elle pleure, elle a peur la nuit parce qu'elle se dit: «Elle pourra pas payer les gens». Je trouve ça beau de voir que à la fois, tu es consciente de la qualité de ton travail, de ta rigueur, des prestations, que tu délivres, mais à la fois, ça t'empêche pas, bah, parfois d'être stressée, d'avoir peur, de douter et d'avoir des situations complexes. En fait, l'un n'est pas forcément incompatible avec l'autre, là où on a parfois tendance à se dire: «Quelqu'un qui a confiance en lui et qui sait qu'il travaille bien, bah, il doit jamais douter». Mais en fait, c'est pas si simple que ça, quoi. Bien sûr que non. Moi, je il y a pas une seule semaine où je ne pleure pas. Voilà, de peur, de doute. Alors, c'est pas douter en disant: «Est-ce que tu as fait le bon choix?» Ça, je ne regretterai jamais. Mais, voilà, comment ça va se passer après? La conjoncture quand même en ce moment est excessivement anxiogène et économique et géopolitique. Il y a les guerres, il y a l'économie, il y a le terrorisme, il y a le chômage. Enfin, tu entends quand même parler de choses sur lesquelles il faut à la fois avoir un œil et en même temps pas être imbibé par ça parce que sinon tu n'avances plus, tu fermes chez toi et tu dis: «OK, je fais autre chose de plus facile». Et encore, ça, c'est pas facile non plus de se réinventer et de se reconvertir. Mais voilà, moi, je suis aussi beaucoup impactée, psychologiquement par tout ça et je le répète, j'ai été traumatisée par le Covid. Moi, j'ai peur que tout s'arrête. En fait, j'ai peur que tout s'arrête du jour au lendemain comme ça a été le cas. Oui, en fait, tu l'as déjà vécu, donc tu sais ce que ça peut être. Ah, je sais à quel point c'est terrible et je le souhaite à personne de vivre ça parce que moi, le Covid, j'étais à 6 ans. J'étais en pleine expansion. J'étais à 6 ans. Tout s'est arrêté du jour au lendemain. Donc tu te dis: «Pas juste, pas juste du tout». Tu travailles, tu montes et cetera et effectivement, j'ai senti et c'est à ce moment-là que j'ai senti et que les autres ont senti aussi à quel point c'était une passion parce que je me suis sentie vide. Je me suis sentie dévitalisée et j'avais pas forcément de problème d'argent parce que, Macron nous payait. Comme nous, on avait un bilan comptable, qui marchait, on a été rincés. Le quoi qu'il en coûte, on a eu l'échec. Nous, on était payés tous les mois. Mais c'était pas ça qui m'intéressait. Alors c'était bien quand même déjà parce que en fait, il y a eu 2 France. Il y a eu la France de, bah, on fait les trucs en visio, il y a pas de souci. Voilà, les cours en visio, les réunions en visio, les plans stratégiques en visio et puis nous, tout le métier de la restauration, on était en dépression totale, on était en dépression collective et à partir de là, je me suis dit: «Je veux plus vivre ça» et donc c'est pour ça qu'en fait, je fais plein de choses. C'est pour ça que je suis multicasquette. C'est pour ça que je mets mes billes et que je tisse un peu une toile d'araignée en disant: «OK, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là». Comme ça, s'il y a un truc qui pète, bah, j'ai ça. S'il y a un truc qui pète, là, je suis là. Et finalement, c'est peut-être cet événement qui a été difficile à vivre qui, donc, en te permettant de faire tout ça, te sauvera le jour où il se passera peut-être autre chose que je ne nous souhaite pas du tout. Mais voilà, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Bien sûr. Mais ça aussi, les gens se rendent pas compte de tout ça. Et c'est pour ça que les podcasts, j'en fais beaucoup parce que, on n'est pas juste à dire: «Ah oui, Virginie, chef à domicile, machin». Non, non, on parle des coulisses et moi, maintenant, je parle toujours des coulisses. Je fais beaucoup de présentations, je fais beaucoup de conférences, je fais beaucoup de masterclass pour, des entrepreneurs, des clubs d'affaires et cetera et ça, je veux ce regard lucide là-dessus. C'est très bien et je vous souhaite la même chose, mais c'est pas que brillant. Voilà, il y a aussi le côté obscur. Et qu'est-ce que tu dirais à un ou une enseignante qui écoute ce podcast et qui voudrait devenir chef à domicile? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour des débutants? J'ai noté, ne quitte pas l'enseignement pour le fuir, quitte plutôt pour te construire. Parce que moi, en fait, j'ai pas fait un burn-out et je suis pas partie en disant: «J'aime plus, je veux faire autre chose». J'aimais ça. Je suis partie parce que j'avais envie de faire un truc avec donc l'élan était différent, tu vois? C'était un élan positif, c'était pas un élan négatif. Quand tu quittes quelque chose et que tu dis: «Je suis pas bien, mais je vais essayer de trouver un truc pour être mieux», je trouve que c'est un peu bancal. Donc c'est plutôt aller comprendre, j'ai mis après: «Ne laisse pas la peur décider pour toi. La reconversion n'est pas un abandon, c'est une expansion». Parce que moi, je le vis comme ça et je le dis souvent, si tu as écouté mes podcasts, je le dis souvent, moi, je suis née, en fait, il y a 12 ans. C'est une naissance, c'est pas une renaissance, c'est une naissance. La vraie Virginie,
c'est celle qui te parle aujourd'hui. La prof, elle était bien, mais elle n'était pas assez créative, elle était enfermée, elle était pas assez libre, en fait. Et la liberté, on sait que c'est à double tranchant. Tu es très libre et c'est kiffant et en même temps, tu es très libre et tu es pas protégé. Ah bah, ça vient avec des responsabilités, c'est sûr. Voilà, et des choix à faire. S'il y avait tous les avantages d'un côté, les inconvénients de l'autre, on irait tous du même côté. Ce serait un peu trop facile. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, cela dit, et c'est ce que j'essaye toujours de recommander, mais parfois le conseil arrive un petit peu trop tard, c'est d'essayer de provoquer le changement pendant qu'on va encore bien, avant d'être dégoûté, avant d'être fatigué, avant que ça nous soit imposé aussi parfois. Sauf que en fonction des profils de personnes, il y en a qui ont besoin d'aller jusqu'au bout du bout du bout pour prendre le mur et se dire ah c'est peut-être maintenant. Bon voilà, chacun après est différent, mais c'est vrai que j'essaye de donner ce conseil-là et je vois que toi aussi, donc il doit pas être complètement à côté de la plaque. Et dernière question pour toi avant de te laisser, comment compléterais-tu la phrase avant j'étais prof, aujourd'hui je suis? Ça aussi, je l'ai bossé. J'aime beaucoup d'ailleurs. Avant, j'étais prof. Aujourd'hui, je suis une chef libre et une entrepreneure engagée, débordante d'amour. Ouais, écoute, que dire de plus? J'ai bossé. C'est magnifique en tout cas, je suis trop contente. Franchement, merci pour tout parce que je sais que tu as un emploi du temps bien chargé et plus j'ai écouté des podcasts et vu des vidéos de toi, plus je l'ai compris. Je me suis dit, oula, va falloir pas déborder cette fois-ci. On est dans le timing et merci du coup d'avoir répondu à toutes mes questions et je mettrai le lien de ton site, de tes réseaux en description pour les gens qui veulent en savoir encore plus, que ce soit soit pour commander une prestation, parce que ça peut être aussi le cas en fait, hein, soit pour une reconversion, peut-être des questions sur l'aspect pro, sur des choses qu'on n'a peut-être pas évoquées. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent que j'ai pas demandé et que j'aurais dû ou qu'on te demande souvent? Non, tu as parlé effectivement des points positifs, des points négatifs, du rapport à la réussite, du rapport à l'argent. Non, non, je pense que j'ai dit voilà ce qui fait partie de mon chemin. Et grâce à toi, le podcast représente enfin les enseignants du privé hors contrat. Même si on fait partie d'une même famille en soi. Je sais, mais j'en avais jamais reçu, donc je me dis peut-être qu'ils se sentaient seuls. Plus J'adore être la première, j'adore être la première. Félicitations. Merci pour tout et puis je te souhaite le meilleur pour la suite et bon appétit à toutes les personnes qui mangeront grâce à toi. Merci Florence. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt! Avez-vous déjà pensé à quitter l'éducation nationale tout en continuant d'accompagner des élèves dans leur scolarité? C'est ce qu'a fait Meriem, que j'ai eu la chance d'interviewer dans l'épisode 20 du podcast. Après avoir enseigné la physique-chimie pendant 10 ans, elle a choisi de devenir COSI, conseillère d'orientation scolaire indépendante. En France, ce sont les psychologues de l'éducation nationale qui sont en charge de l'orientation des jeunes, et on compte environ un psy-EN pour 1500 élèves. Face à ce constat alarmant et à une demande grandissante, Meriem a créé une formation clé en main pour transmettre ses connaissances et ses outils à celles et ceux qui, comme elle, souhaiteraient devenir COSI. Elle a également fondé l'association des COSI en juillet 2024 pour développer la visibilité de ce métier d'indépendant auprès des institutions, des médias et des familles. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la 11e session de sa formation débute en mai prochain. Au programme, 8 séances de 4 heures de classe virtuelle durant lesquelles vous bénéficierez d'un enseignement pratique et concret, d'une communauté en ligne, de supports, de ressources et de méthodologies, de conférences mensuelles et d'un suivi post-formation trimestriel. Pour faciliter votre organisation, Meriem a mis en place 3 groupes de 12 personnes maximum, 2 en semaine, 1 le dimanche. À vous de choisir celui qui s'intégrera le mieux à votre quotidien. Depuis 2021, Meriem a permis à près de 300 personnes de devenir COSI, et un tiers d'entre elles étaient des profs. Alors si vous aimez transmettre, informer et travailler au contact des jeunes, tout en exerçant un métier qui a du sens, en toute autonomie et à votre rythme, cette reconversion pourrait bien vous convenir.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site internet meriemdraman.com et prenez le temps de répondre à son quiz intitulé « L'activité de cosy est-elle faite pour vous ?» Cette formation, certifiée Calliope, offre des possibilités de financement via France Travail, le FIFPL et les OPCO. Et si vous n'entrez pas dans ces cases, vous pouvez toujours obtenir 5% de réduction sur votre inscription en donnant à Meriem le code partenaire du podcast AJP5. Ah, et si vous ne savez pas quoi écouter après cet épisode, Meriem a créé un podcast entier sur le sujet. Il s'appelle Les Cosy Causes et vous le trouverez sur toutes les plateformes d'écoute. Et petit instant autopromo, c'est ma formation qu'elle a suivie pour créer son podcast. Vous m'en direz des nouvelles.